Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans les deux premières séances, on a analysé déjà la fonction de production et la fonction de coût. Aujourd'hui, on va traiter la question de maximisation de profit et on va essayer de déduire la fonction de l'offre. Dans ce qui précède, on s'est focalisé sur la détermination de la combinaison optimale des facteurs de production qui permettent de maximiser l'output. Bien sûr, sous contrainte du coût ou du budget. Maintenant, on va se pencher sur le niveau optimal de production qui permet de maximiser le profit. Pourquoi? Comme vous savez, la raison d'être de toute activité productive, c'est la réalisation du profit. On ne peut pas imaginer une unité de production qui produit sans profit ou même avec une perte. Donc, l'objectif de toute entreprise, ce n'est pas de maximiser la production, bien évidemment, mais plutôt de maximiser le profit. En d'autres termes, l'entreprise doit savoir quand il est opportun de produire ou d'arrêter la production pour ne pas, bien sûr, subir une diminution des gains ou même avoir une perte. La question qui se pose à ce niveau, c'est quand l'entreprise peut maximiser son profit. La réponse, c'est que l'entreprise, pour maximiser son profit, il doit utiliser chaque facteur de production, que ce soit le capital ou le travail ou d'autres facteurs, jusqu'à que la productivité marginale de ce facteur de travail, de ce facteur de production soit égale à son prix. Ça veut dire doit être égal à son coût marginal. On parle de coût marginal, bien sûr, de facteur de production. En d'autres termes, lorsque la productivité marginale, que ce soit du capital ou du travail, est supérieure au prix du facteur de production, toujours soit que ce soit du capital ou du travail, l'entreprise réalise un gain. Car la productivité marginale, par exemple, du travail en valeur est supérieure à celle du prix du travail. Et la même chose pour le capital. Mais si la productivité marginale d'un facteur de production, que ce soit le capital ou le travail, est inférieure au prix, dans ce cas-là, l'entreprise va subir des pertes. Donc, il est judicieux pour l'entreprise de produire tant que la productivité marginale des facteurs de production est supérieure au prix de ces facteurs de production. Et lorsqu'on a cette égalisation entre la productivité marginale en valeur, que ce soit du capital et de travail, est égale au prix du capital ou au prix du travail, dans ce cas-là, on peut dire qu'elle a atteint le maximum de profit et toute augmentation de niveau de production peut causer une perte. Maintenant, comme synthèse, on peut dire que le niveau de production qui maximise le profit de l'entreprise est celui qui permet d'utiliser les facteurs de production d'une manière qui égalise la productivité marginale de chaque facteur de production avec la rémunération ou le coût de ce facteur de production. On peut démontrer ce théorème comme suit. On va supposer une entreprise qui produit un bien X et qui cherche à maximiser son profit. Sa fonction de production se présente comme suit. Donc, on a une fonction de production à travers le capital de facteurs, le capital et le travail. Et bien sûr, on a la formule de la recette totale. Recette totale, c'est la quantité produite fois le prix unitaire de vente. Le profit, donc ici, on a la fonction de coût. Bien sûr, c'est KPK, le prix du capital fois la quantité du capital, et aussi le nombre d'ouvriers
fois le prix de chaque ouvrier pour le cas du travail. Et pour calculer le profit, bien sûr, c'est la recette totale moins le coût total. Maintenant, on va essayer de démontrer cette égalisation entre la productivité marginale en valeur d'un facteur de production et celle de prix de ce facteur de production. Donc, comme on a dit, le profit, c'est la recette totale moins le coût total. Ici, on a la formule de la recette totale et ici, on a la formule de coût total. Donc, profit, c'est recette totale moins coût total. On va remplacer la recette totale par sa valeur ou son expression et aussi le coût total, ça va donner la quantité produite fois le prix unitaire de vente moins le coût total, c'est le KPK plus le TPT. Maintenant, condition de maximisation de profit. Pour maximiser le profit, donc on doit avoir la dérivée première de la fonction de profit qui est nulle. Dans ce cas-là, on va dériver la fonction de profit. Donc, tout d'abord, on va essayer de trouver la dérivée par rapport au capital, puis on va essayer de trouver par rapport au travail. Par rapport au capital, donc, la dérivée première, c'est la dérivée partielle de la fonction de quantité sur le capital, bien sûr, dérivée de capital dans la fonction de quantité fois le prix, et la dérivée partielle de capital dans la fonction de coût total. Bien sûr, la dérivée partielle, si on dérive par rapport au capital, on aura la productivité marginale de capital fois le prix, bien sûr, le prix de vente, moins, ici, on a la dérivée partielle du capital dans la fonction de coût. Donc, on va dériver par rapport à K. Ça veut dire, ici, PK c'est constante, donc ça va donner P. La productivité marginale du capital fois le prix de vente va donner ce qu'on va appeler la productivité marginale en valeur est égal le prix du capital. Donc, ici, cette productivité marginale en valeur, c'est la recette marginale du capital, la recette issue du capital, et ici, on a le coût marginal de capital. La même chose pour le facteur travail. Cette fois-ci, on va dériver par rapport au facteur travail. Donc, si on fait ici la dérivée par rapport au travail, donc ici, on a dérivée partielle, c'est la productivité marginale de travail, fois le prix de vente ou le prix unitaire de vente, moins la dérivée partielle, on va dériver par rapport à T, ça va donner, ici c'est constante, donc on va dériver par T, ça va donner PT, le prix de T. Donc on aura productivité marginale de T fois le prix unitaire de vente moins le prix du travail. Donc on aura ici productivité marginale du travail fois le prix C, la productivité marginale du travail en valeur est égale le prix du travail. Donc la recette marginale du travail est égale le coût marginal de travail. Donc ce sont les conditions de maximisation de profit. Maintenant, on a deux conditions de maximisation. La première, c'est que la dérivée première est égale à 0. C'est la condition nécessaire. Et on a une condition suffisante, c'est que la dérivée seconde est inférieure à 0. Donc, pour la signification, si la dérivée première du profit est nulle, ça signifie que l'entreprise, pour maximiser son profit, doit produire une quantité de biens qui nous donne cette égalisation entre la recette marginale et le coût marginal. Bien sûr, on parle de recette marginale et de coût marginal pour chaque facteur de production. Et pour la condition suffisante, la dérivée seconde du profit, si elle est négative, ça signifie que la courbe de profit est concave. On a un point stationnaire maximum local. Donc on a un point maximum. Donc ce sont
les deux conditions de maximisation. Donc on peut ici démontrer pour la première condition. Comme vous savez, le profit, c'est la recette totale moins le coût total. Si on dérive, donc la dérivée de la recette totale, c'est la recette marginale. Et la dérivée de coût total, c'est le coût marginal. Donc, si la dérivée première est nulle, on aura cette égalisation. Donc, on peut voir ici, à travers ce graphique, on peut voir qu'on a trois points essentiels. On a le premier point où on a le minimum de coûts variables. Et ici, le minimum de coûts moyens. Et ici, on a une intersection, bien sûr, entre le coût marginal et la recette marginale qu'on considère c'est le point où on a la quantité optimale qui permet d'avoir le maximum de profit. Maintenant, tant que le prix est supérieur au coût, donc tout au long de cette partie, on peut parler de profit. Mais dans le cas où le coût est supérieur au prix ou supérieur à la recette marginale, dans ce cas-là, on aura une perte. On va évoquer deux notions essentielles qui concernent la notion de seuil de fermeture et de seuil de rentabilité. Mais avant cela, on peut dire que dans ce point où on a le minimum de coûts variables, ça veut dire que l'entreprise dans ce point compense seulement les coûts variables. Il n'arrive pas à compenser ou avoir les coûts fixes. Pour ce point, on peut dire que l'entreprise arrive à couvrir les coûts variables et ici tous les coûts fixes. Parce que si on se situe dans un point ici, donc dans quelques points ici, on peut dire que l'entreprise couvre les coûts variables et une partie des coûts fixes. Mais ici, à partir de ce point, il couvre l'ensemble des coûts variables et l'ensemble des coûts fixes. Ça veut dire il ne devient rentable qu'à partir de ce point. Donc à partir de ce point, l'entreprise devient rentable, bien sûr, par rapport au prix du vente. Et on peut dire que à partir de ce point, donc si l'entreprise n'arrive pas à couvrir même les coûts variables, il n'arrive ni à couvrir ni les coûts variables ni les coûts fixes, dans ce cas-là, à travers de cette partie, on peut dire que l'entreprise en cette partie, il subit des pertes. Donc on peut dire que on peut situer, on va détailler ce point. Donc on situe à partir de ce point, on a un seuil de rentabilité. À partir de ce point, on a un seuil de fermeture. Donc déjà, on a parlé de la condition de deuxième ordre, donc qui signifie que la courbe est concave et on a un point maximum local. Maintenant, toujours pour la maximisation du profit, donc ici, c'est la droite de la recette totale. Et ici, c'est le coût total. Donc, dans ce point, on a bien sûr le coût total est supérieur à la recette totale. Donc, si les coûts sont supérieurs aux recettes, c'est évidemment, on a une perte. Mais ici, dans le cas où les recettes totales, la recette totale est supérieure au coût total, dans ce cas-là, on peut dire que l'entreprise réalise des gains. Donc, le maximum d'écart entre la recette totale et le coût total constitue bien sûr le maximum de profit. Et bien sûr, à partir de ce point, lorsque la recette totale devient inférieure
lorsque la recette totale devient, à partir de ce point, il devient inférieur au coût total, donc on aura toujours une perte. Maintenant, après qu'on a déterminé les conditions de maximisation de profit, on va essayer maintenant de déduire la fonction d'offre. Pour déduire la fonction d'offre, on doit se baser sur les conditions de maximisation de profit. La première condition, ou la condition de premier ordre, c'est où la dérivée première de profit est égale à 0. Ça nous donne que la recette marginale est égale le coût marginal. Ce qu'on peut déduire à partir de cette relation, c'est que la fonction d'offre, pour déduire cette fonction d'offre, on doit au minimum, le prix choisi ou le prix de vente doit couvrir le coût marginal. Donc au minimum, donc généralement, le prix doit être supérieur au coût marginal. Donc, pour parler ou pour déduire la fonction d'offre, on parle d'une courbe où on a toujours le prix de vente est supérieur au coût marginal. Pour la deuxième condition, ou la condition de deuxième ordre, on parle des conditions de maximisation de profit, on parle de la dérivée seconde est négative. Donc, la démonstration, on a déjà réalisé. Donc, on a le profit, c'est la recette totale moins le coût total. La dérivée première du profit, donc recette totale, la dérivée, c'est la recette marginale. Pour le coût total, la dérivée, c'est le coût marginal. La dérivée seconde, bien sûr. Donc, c'est la dérivée première des recettes marginales et de coût marginal. Bien sûr, la recette marginale est une constante. Donc la dérivée est nulle. Donc on aura seulement moins le coût marginal prime est inférieur à 0. Ça veut dire que le coût marginal, la dérivée première de coût marginal est supérieur à 0. Ça veut dire que la production ou la fonction d'offre qui maximise le profit de l'entreprise correspond à la partie croissante de coût marginal. Donc on parle d'une partie où on a une partie croissante de coût marginal et on parle d'une partie où on a le prix est supérieur au coût. Le prix de vente est supérieur au coût. On peut voir ici sur la courbe. Donc voilà, on a ici la courbe de coût marginal. On a coût variable moyen et le coût moyen. Et ici, bien sûr, c'est le prix de vente qui égale la recette marginale et la recette moyenne. Maintenant, on a la condition de premier ordre, donc cette partie où on a le prix est supérieur au coût. Et pour la condition de deuxième ordre, on parle d'une partie croissante de coût marginal. On parle de la partie où on a la courbe de coût marginal est croissante. Maintenant, on va détailler un peu et essayer d'expliquer plus quelques détails. Maintenant, on va se focaliser sur le point A, sur ce point B et ce point, on va l'appeler C. Pour le point A, on a dit déjà que il s'agit de coûts minimum, de coûts variables moyens. Donc, il coïncide avec le seuil de fermeture. Donc, c'est le minimum de coûts variables. Et ici, c'est le minimum de coûts moyens. Maintenant, pour ce point, on peut dire que l'entreprise dans ce point, il arrive à couvrir l'ensemble des coûts variables. Dans le point A, l'entreprise couvre les coûts variables. Coûts variables, à savoir les coûts de salaire, donc tout ce qui entre dans la notion de coût variable, que ce soit matière première, ainsi de suite. Mais ici, donc si on se situe ici, donc on peut dire que l'entreprise arrive à couvrir ici le coût variable et ici il couvre les coûts variables et une partie des coûts fixes.
Donc ici, il ne couvre pas tous les coûts fixes. À partir de ce point, donc il arrive à couvrir les coûts variables et aussi les coûts fixes. C'est pour cela on appelle ce point le coût de rentabilité parce que lorsque l'entreprise couvre les coûts variables et les coûts fixes, il devient rentable. Mais ici, donc dans ce point-là, donc si on est situé ici, donc l'entreprise va vendre avec une perte parce que il ne peut pas même couvrir les coûts variables, que ce soit les coûts de la matière première ou les coûts des salaires. On parle ici des coûts variables proportionnels ou non proportionnels, donc qui sont liés bien sûr à la matière première ou à l'énergie, ou même pour la partie non proportionnelle, bien sûr, qui est liée à la main-d'œuvre. C'est pour cela on a une différence d'analyse entre le court terme toujours et le long terme. On peut dire que la courbe de l'offre pour l'entreprise à court terme, il se détermine ou se définit à partir de points de rentabilité ou seuil de rentabilité. Parce que à court terme, l'entreprise ne peut pas produire sans avoir couvrir et les coûts variables et les coûts fixes. Mais pour le long terme, donc on parle de long terme, ça veut dire on parle des grandes entreprises. Pour le long terme, l'entreprise, elle a les possibilités bien sûr financières. Il peut, si elle arrive à couvrir les coûts variables, il peut produire, même s'il n'arrive pas à couvrir les coûts fixes. Il peut attendre le retournement de la conjoncture économique. Donc, dans ce cas-là, la fonction d'offre à long terme se définit à partir de seuil de fermeture. Donc, je répète ce point. Donc, pour le court terme, la fonction d'offre se définit à partir de seuil de rentabilité parce que à court terme, l'entreprise doit être rentable. Ça veut dire que il doit couvrir et les coûts variables et les coûts fixes. Pour l'analyse de long terme, si l'entreprise arrive à couvrir seulement les coûts variables, il peut continuer à produire en attendant le changement des conditions et le retournement de la conjoncture économique. Donc, dans cette partie, on dit que à long terme, la fonction d'offre peut être définie à partir de seuil de rentabilité, de seuil de fermeture. Maintenant, dans cette partie, donc à partir de ce point, on peut constater que le coût marginal devient supérieur au prix. Donc, c'est logique que on a une perte ici. Donc ici, c'est le seuil de rentabilité. Donc à partir de ce point, l'entreprise est rentable. Et jusqu'à ce point, si on dépasse ce point, l'entreprise va subir une perte. C'est pour cela, c'est le maximum de profit que peut réaliser une entreprise. Donc c'est la même chose. Donc ici, on peut déduire le seuil de fermeture qui coïncide au minimum de coûts variables moyens et le seuil de rentabilité, il coïncide avec le minimum de coûts moyens. Maintenant, on va réaliser cet exercice de synthèse. Un entrepreneur produit un bien X selon la fonction de production. P est égal 2K à la puissance 1,5 T à la puissance 1,5. Et l'équation des coûts, ou l'équation ou la fonction de coût, c'est le coût total, c'est 4 fois K plus 9T. La première question. Déterminer la combinaison factorielle efficiente nécessaire à la production de 100 unités. Ici,
on a un programme de maximisation. Donc, on a la fonction objective, c'est la fonction de production, c'est le maximum de production qui doit être réalisé sous une contrainte de coût. La deuxième question, après le calcul des quantités techniquement efficaces des facteurs, on parle des facteurs capital et travail, l'entrepreneur constate qu'il ne peut pas financer la dépense correspondante à la production de 100 unités, car son budget est limité à 504 unités monétaires. Calculer pour ce budget la combinaison factorielle optimale et la production maximale correspondante. Donc ici, si on parle ici d'un programme de maximisation, ici on a un programme de minimisation. Pourquoi? Parce qu'on a une limite de budget. Donc la fonction objective, c'est le coût. Donc on va essayer de minimiser les coûts pour avoir en contrepartie une production ou un niveau donné de production. Troisième question. Dans ces conditions de production, bien sûr, les conditions, on parle des conditions de la deuxième situation où on a le budget est limité à 504 unités monétaires. Calculer le profit réalisé par cette entreprise si le prix de vente du bien X est fixé à 10 dirhams l'unité. Ici, on va calculer le profit, bien sûr, dans ces conditions à travers deux méthodes. À travers la méthode comptable, qui est la plus simple, et après, on va essayer la méthode comptable qui se base sur la différence entre la recette totale et le coût total, et la méthode marginale qui se base sur on va calculer le profit marginal du capital et le profit marginal du travail d'une manière indépendante. On va voir dans ce qui suit de cet exercice. Quatrième question, c'est déterminer quand le producteur doit cesser de produire. Donc, on va voir le prix à travers, donc, au-dessus de ce prix. Donc, on ne peut pas produire. Donc, si on a un prix inférieur à ce qu'on va trouver, donc on ne peut pas produire parce que la production dans ce cas-là sera à travers une perte. Maintenant, on va aller à la première question. On va réaliser la première question. Donc, on va se baser sur la méthode de Lagrange. Donc ici, on va présenter le multiplicateur de Lagrange. On a dit qu'il s'agit d'un programme de maximisation. Donc c'est la fonction objective, donc la fonction de production. Et bien sûr, avec un maximum de 100 unités, on parle de la production maximale. Et on a ici la fonction de coût, qui est la fonction contrainte. La dérivée partielle par rapport au capital, donc on a déjà réalisé. Donc on va dériver par rapport à K, donc ça va donner 4 moins. Ici, on va dériver dans la fonction de production à travers le capital. Donc on a lambda fois, donc ici c'est 0,5 fois 2, donc ça donne 1. Et bien sûr, K 0,5 moins 1, ça donne moins 0,5. On a dit déjà que lorsqu'on a f à la puissance n, donc la dérivée de f à la puissance n, c'est n, f à la puissance n moins 1. Donc c'est la même chose, on a fait la même chose, et on a ici t à la puissance 0,5. Pour la dérivée partielle de t, donc toujours on a 9, donc on dérive par rapport à t, donc ça donne 9. Et ici on va dériver toujours par rapport à t. Ici on a dérivé par rapport à k. Ici on va dériver par rapport au travail. Donc si on dérive par rapport à travail, donc on va laisser k0,5 comme sans changement. Et ici on a 0,5 fois 2, ça donne 1, donc 1 fois lambda, donc c'est lambda. Et t 0,5 moins 1, ça donne moins 0,5. Et enfin, on va dériver par rapport à lambda, ça va donner, bien sûr, ici on a lambda factoriel de 100 moins la fonction de production, donc ça donne 100 moins 2, k à la puissance 1,5, t à la puissance 1,5. À partir de résultats 1 et 2,
Donc on peut conclure que on a ici lambda. Donc on va mettre le 4 ici. Donc ça va donner en fin de compte 4 sur k moins 0,5 t 0,5 est égal 9 sur, bien sûr, ce 9 sur k 0,5 t moins 0,5. Après développement, on va avoir k est égal 9 sur 4t. Donc c'est tout à fait simple. Donc si on a le k, c'est pour notre cas, le k est au dénominateur. S'il se déplace vers le numérateur, il y aura k0,5. Donc k0,5 fois k0,5, ça donne k. La même chose pour t à la puissance moins 0,5. Donc le changement ou le déplacement entre le numérateur et le dénominateur permet de développer cette égalité pour avoir k est égal 9 sur 4t. Maintenant, on a k par rapport à t. Donc, on va remplacer le k par son expression. Donc, si on remplace dans la fonction ou dans le résultat 3, où on a la dérivée partielle de lambda est égale à 0. Donc, on a 100 moins 2k à la puissance 1,5 t à la puissance 1,5 est égal à 0. Donc, 100 moins 2, k sera remplacé par 9 sur 4t à la puissance 0,5 fois t 0,5. Bien sûr, ici, c'est 9 sur 4 à la puissance 0,5 et t à la puissance 0,5. Donc, ici, t à la puissance 0,5 fois t 0,5, c'est t. Et ici, 9 à la puissance 9 sur 4 à la puissance 0,5, ça donne, c'est la racine, donc c'est 3 sur 2. Donc vous pouvez voir ici c'est 3 sur 2 fois 2, ça donne 3. Donc 3t. 3t. Donc t c'est 100 sur 3. Donc ça donne 33, approximativement 33,33. Et si on remplace, donc on sait que t est égal à 100 sur 3. Donc on va remplacer ici, donc pour avoir un k. Donc 9 sur 4 fois 100 sur 3, comme ici, ça donne 75. Donc on trouve que k est égal à 75 et t est égal à 33,33. On peut ajouter ici une question. Donc si on a la combinaison, donc ici c'est un programme de maximisation, on a le maximum de production, mais on peut calculer le coût, puisqu'on a les deux facteurs ou la combinaison optimale. Donc si on calcule le coût, donc on a la fonction de coût c'est 4k plus 9t. Bien sûr, on a k ici, donc 4k, 4 fois 75, ça donne combien? Ça donne 300, plus 9 fois 100 sur 3. Donc ça donne 900 sur 3, c'est 300. Donc on aura 300 plus 300, c'est 600. Donc on sait dans ces conditions, donc pour produire 100 unités, on aura besoin de 33,33 de main-d'œuvre et 75 du capital, ce qui va nous donner un coût de 600 unités monétaires. C'est pour cela, pour la deuxième question, on a dit que l'entreprise ou l'entrepreneur n'a pas ces 600. Son budget se limite seulement à 504. Donc, il ne peut pas produire les 100 unités parce que les 100 unités, pour produire les 100 unités, on doit avoir 600 unités monétaires. Puisqu'il n'a pas ces 600 unités monétaires, son budget se limite à 504, on doit chercher, donc on a un budget limité, on doit chercher la proportionnalité ou la production proportionnelle à le niveau de production proportionnel à ce budget qui est de 504 unités monétaires. Maintenant, pour un programme de minimisation, donc on a le minimum de budget chez 504, donc la fonction objectif c'est la fonction de coût,
C'est pour cela on a moins 4K, moins 9T, et on a le minimum de budget, le maximum plutôt de budget, donc c'est la limite du budget, et la contrainte, c'est la fonction de production. On va dériver, bien sûr, on va faire la dérivée partielle par rapport à K, donc on aura bien sûr 0,5 fois 2 c'est 1, et K à la puissance 0,5 moins 1 c'est moins 0,5, fois t 0,5 et moins 4 lambda parce que la dérivée partielle par rapport à 4K, c'est 4. Donc c'est pour cela on a 4 lambda. La même chose pour la dérivée partielle de t. Donc on aura K à la puissance 0,5 t à la puissance moins 0,5 moins 9 lambda. Et la dérivée partielle de lambda, c'est 504 moins 4K moins 9T. On dérive par rapport à lambda. Donc à partir de 1 et 2, toujours on a cette égalisation parce que la dérivée partielle par rapport à K est égale à 0 et la dérivée partielle par rapport à T aussi est égale à 0. Donc après cette égalisation entre les deux, on peut trouver que lambda est égal, bien sûr, K moins 0,5 T 0,5 était sur 4 et K à la puissance 0,5 T moins 0,5 sur 9. Donc l'égalisation ou bien sûr le déplacement de K entre le numérateur et le dénominateur, on peut trouver K est égal 9 sur 4 T. Et on va remplacer dans la fonction ou le troisième résultat. Donc on aura 504 moins 4K moins 9T est égal à 0. Ça donne 504 moins 4, 9 sur T sur 4T moins 9T est égal à 0. Donc vous pouvez constater, comme là ici, moins 4 fois 4 ça donne moins 9T. Et ici, on a moins 9T, donc ça donne moins 18T est égal à moins 504, donc ça donne T 504 sur 18 et on a trouvé T, donc T c'est 28 et si on remplace ici le T, donc 9 sur 4 fois 28, ça donne 63, donc la combinaison optimale c'est T est égal 28 et K est égal 63. Toujours, on n'a pas répondu à la question parce que la question, c'est le maximum de production qu'on peut avoir, ou le niveau maximal de la production qu'on peut avoir avec un minimum de budget. Parce que le budget est limité à 504. C'est pour cela, donc, la production maximale, on va remplacer dans la fonction de production, on va remplacer le nombre de facteurs travail et capital. Donc, on a 2 K à la puissance 1,5, T à la puissance 1,5, ça donne 2 fois 63 à la puissance 0,5 fois 28 à la puissance 0,5. On a remplacé T par sa valeur et K par sa valeur, ça donne 84. Donc, à travers un budget de 504 unités monétaires et avec des facteurs de production de travail, 28 unités de travail et 63 unités de capital, on peut produire le maximum, c'est 84 unités. Donc c'est la production maximale. La troisième question, c'est sur la base de ces conditions, on parle de ces conditions, à savoir cette combinaison, ce niveau de production et ce budget, on doit calculer le profit. Bien sûr, on a deux manières. La première manière, la première méthode, c'est la méthode comptable. C'est une méthode simple. Bien sûr, le profit total, c'est quoi? C'est la recette totale moins le coût total. La recette totale, bien sûr, c'est le prix de vente, le prix unitaire, fois la quantité produite. Et on a le coût total, c'est le coût ou la limite du coût qu'on a dans l'énoncé. Et bien sûr, ici dans l'exercice, on a dit que le prix de vente est 10 dirhams l'unité.
10 unités monétaires pour une unité produite. C'est pour cela, tout simplement, on va remplacer le prix du vent, c'est 10. La quantité, on a déjà la quantité, on a trouvé, c'est la quantité maximale, c'est 84. Et le coût total, c'est 504 de profit. Donc, c'est la méthode comptable. Pour la méthode marginale, on a des étapes. Ça veut dire on va essayer de calculer le profit total pour chaque facteur. Tout d'abord, on doit calculer le profit marginal, que ce soit du capital et du travail. Lorsqu'on aura ce profit marginal, on peut avoir le profit total de chaque facteur, puis en faisant la sommation, on peut trouver le profit total. On va voir dans l'exemple pour la méthode marginale. On va commencer par le premier facteur, c'est le facteur travail. On va calculer le profit marginal pour le facteur travail. On parle de productivité marginale physique du travail. Productivité marginale du travail, c'est la dérivée, bien sûr, la dérivée partielle de la fonction de production. Donc ici, comme vous savez, voilà la production, la fonction de production. Donc pour la productivité marginale du travail, on va faire la dérivée partielle par rapport à T. Et pour la productivité marginale du capital, on va faire la dérivée partielle par rapport à K. Vous pouvez voir ici, donc c'est la productivité marginale du travail. C'est K à la puissance 0,5 et T à la puissance moins 0,5. C'est la dérivée partielle, bien sûr, du travail dans la fonction de production. Et on va remplacer. Le capital, c'est 63 unités et le travail, c'est 28. Donc si on fait le calcul, bien sûr, on aura 1,5. 1,5, c'est la productivité marginale du travail. Maintenant, entre guillemets, c'est la productivité marginale en volume. C'est le volume de la productivité marginale du travail, des ouvriers. Mais on doit convertir cette productivité marginale du travail en valeur. Comment? En multipliant par le prix de vente. C'est pour cela, on va calculer la productivité marginale en valeur. C'est la productivité marginale du travail fois le prix de vente. C'est pour cela, on a 1,5 fois 10, ça donne 15. Ici, ce 15, c'est la productivité en valeur. Maintenant, pour calculer le profit marginal du travail, bien sûr, on va faire la différence entre la productivité marginale du travail en valeur et ici, le prix du travail. Parce que si on revient à la fonction de coût, donc vous pouvez constater que le prix du capital, c'est K, on a KPK, et TPT. Le prix du capital, c'est 4. Et le prix du travail, c'est 9. Donc ici, lorsqu'on a trouvé la productivité marginale en valeur, donc on va soustraire la partie qui concerne le prix du travail. Donc 15 moins 9, donc 15 c'est la productivité marginale, moins 9 le prix du travail, ça donne 6 dirhams. Ici, on a trouvé le profit marginal du travail, donc le profit pour unité supplémentaire. Comment on va trouver le total de profit de travail? En multipliant ce profit marginal par le nombre d'unités du travail. On parle nombre d'ouvriers, c'est 28. C'est pour cela, le profit total, c'est le profit marginal du travail fois T qu'on a trouvé déjà, qui est 28. Ici, donc on a le profit issu du facteur travail, c'est 168. La même chose, on va réaliser le profit qui concerne le capital. La même chose. Donc on va calculer la productivité marginale du capital, toujours. Donc c'est la dérivée partielle par rapport à K, toujours dans la fonction de production. On va remplacer K et T par leur valeur. Ça va donner 0,66.
Ici, c'est la productivité marginale du capital qu'on a dit entre guillemets en volume. Pour convertir cette productivité en valeur, on va multiplier par le prix de vente du produit. Dans ce cas-là, on aura 0,66 et le prix c'est 10, on aura 6,66. Jusqu'à maintenant, on a la productivité marginale en valeur. Maintenant, on va chercher le profit marginal. Donc, le profit marginal, c'est la différence entre la productivité marginale en valeur moins le prix du capital. Donc, ici, c'est 6,66 moins 4. Le profit marginal du capital pour une unité supplémentaire, c'est 2,66. Ça permet de calculer le profit total en multipliant par le nombre d'unités du capital. Ça va donner 2,66 fois 63, ça donne 168. 168, c'est le profit du capital, c'est la méthode marginale. Vous pouvez constater que c'est le même profit pour les deux méthodes. La méthode comptable où on fait d'une manière globale la différence entre recette totale et coût total. Pour la méthode marginale, on essaye de trouver pour chaque facteur de production le profit marginal pour arriver au profit total de chaque facteur de production. Et enfin, on va faire la somme pour trouver le total de profit qui rassemble la partie qui concerne le profit du travail et le profit total du capital. Quatrième question. Déterminer quand le producteur doit cesser de produire. Pour répondre à cette question, on doit se baser essentiellement sur cette formule. On a déjà démontré cette formule, que ce soit pour le travail ou pour le capital. On peut dire que la productivité marginale du travail en valeur, donc cette multiplication il constitue la productivité marginale en valeur, doit être égale au minimum au prix du travail. Et la même chose pour le capital. Pour déterminer le prix de vente, ça va à savoir le prix minimal de vente, c'est tout simplement, c'est le rapport, donc si on a prix du X, c'est le rapport entre le prix du travail sur la productivité marginale du travail. Donc le prix du travail, c'est déjà, on a déjà dans les données, dans l'énoncé, c'est 9. Et le prix productivité marginale du travail, c'est 1,5. Donc c'est 6 dirhams. Donc, si on a un prix inférieur à 6 dirhams, l'entreprise aura des pertes. Et si on a le prix est supérieur à 6 dirhams, dans ce cas-là, l'entreprise arrive à réaliser des gains. La même chose pour le facteur capital. Donc, on a cette formule, la productivité marginale du capital fois le prix du vent, c'est la productivité marginale du capital en valeur, est égal le prix du capital. C'est la rémunération ou le coût du capital. Si on veut trouver le prix limite, donc c'est la même chose, c'est le rapport entre le prix du capital et la productivité marginale du capital, ça donne 6 dirhams. C'est pour cela on a dit que si le prix de vente des biens X est inférieur à 6 dirhams, le producteur doit cesser immédiatement la production, car s'il continue à produire les recettes, il ne va pas couvrir les coûts des facteurs de production. Ça va donner un résultat négatif ou une perte. Donc, maintenant, je vous remercie pour votre attention. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on aura une série des exercices. Donc, d'ici là, je vous souhaite bon courage.